Bon, ben, je vous propose de commencer, si ça vous va. Donc, bonjour à tous. Donc, on avait décidé d'organiser cette conférence sur les élections américaines et puis de réfléchir plus largement avec Philippe Moreau-Desfarges sur où va la nation, la puissance américaine. Et donc, malheureusement, Philippe ne peut pas se joindre à nous. Il est légèrement souffrant, mais euh, Jean-Marc euh, nous a heureusement introduit auprès de Laurence Nardon, qui a bien voulu faire cette conférence. Donc, merci beaucoup, Laurence, de joindre à nous. Donc, c'est une conférence qui est organisée conjointement par le MIT Club de France et par l'Association des anciens MBA Sciences Po. Et voilà, on est très heureux de faire ça ensemble. On a fait une conférence aussi avec Jean-Marc il y a 2 semaines. Et donc, c'est un grand plaisir de faire ça avec vous. Donc, Laurence est docteur en sciences politiques à l'Université de Paris 1 Panthéon. Elle dirige le programme Amérique du Nord de l'IFRI, qui est l'Institut français des relations internationales. Elle édite la collection de notes de recherche en ligne sur les États-Unis dans Potomac Paper. Et elle, plus récemment, elle a été chargée, elle analyse chaque semaine les enjeux de la campagne présidentielle dans ses podcasts audio Trump 2020, qu'elle produit en partenariat avec l'aide d'information Time to Sign Off, TTSO, et Slate.fr. Voilà. Donc, merci beaucoup, Laurence, de nous présenter, de bien vouloir partager avec nous vos réflexions sur les élections américaines et puis sur vraiment la direction que va prendre la puissance américaine, ses relations avec la Chine, où ces deux mastodontes sont en train de se rencontrer, et qu'est-ce que ça peut présager pour le futur et pour nous Européens. Donc, on a comme objectif de finir cette conférence à 20h30, de façon à ce que nous puissions tous aller dîner ou avec nos familles respectives. Donc, vous aurez 40-45 minutes pour parler sur ce sujet. Et puis après, bien sûr, nous ouvrirons le débat pour des questions que vous pourrez soumettre. De 19h à 20h30. Voilà. Et que vous pourrez soumettre dans la conversation. Et puis, on les répétera ou sinon intervenir comme vous le désirez. Voilà. Jean-Marc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Très peu de choses. Un grand merci surtout à Laurence qui a accepté d'animer cette réunion alors que je l'ai appelé vraiment très peu de temps avant. Et puis un grand plaisir aussi d'être en partenariat avec vous pour organiser ces conférences. Mais je suis impatient d'entendre Laurence surtout, donc je lui laisse la parole. Ok. Bon, eh ben, écoutez, bonsoir à tous. Je suis vraiment très honorée d'être là. C'est vrai que c'est inattendu, mais moi j'aime beaucoup Philippe Moreau-Desfarges. Je l'ai eu comme prof à Sciences Po et c'est dans sa conf que j'ai rencontré mon mari. Donc il y a un certain temps, mais voilà, donc c'est des choses qui ne s'oublient pas. Et du coup, et qui plus est, pardon, j'ajoute que je l'ai retrouvé ensuite à l'IFRI où je travaille et où lui travaillait jusqu'à sa retraite récente. Et on était devenus amis, alors qu'il était mon professeur, j'avais énormément de respect pour lui. Du coup, voilà, c'est quelqu'un, je n'ai pas hésité à lui rendre service. En plus, je suis très contente de faire cette conférence devant vous. Donc voilà, pour moi, ça n'a pas été du tout un problème d'accepter. J'espère que vous, pour le coup, vous ne perdrez pas au change. Je vous encourage à me le dire à la fin. Il n'y aura pas de problème. Juste un mot, oui. Je peux vous parler très long, pendant des heures des États-Unis, donc n'hésitez pas à me couper. J'ai prévu une petite intervention, donc comme je vous disais, enfin 40 minutes, c'est déjà pas mal, mais voilà, n'hésitez pas à me faire. J'ai ouvert le volet conversation de groupe, et donc si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les faire passer, puis j'essaierai de les inclure dans ma présentation autant que faire se peut. Et je vous montre, puisque vous avez eu la gentillesse de mentionner le podcast que je réalise, je vous montre attendez, je le mets là, juste devant moi, le logo que vous pouvez trouver sur les applis de podcast. C'est vraiment un exercice assez exigeant, parce que je le fais toutes les semaines. Et demain matin, mercredi, j'enregistre l'épisode numéro 58
Donc, j'en ai déjà fait 57. L'épisode de la semaine, donc c'est toujours sur l'actu. Et cette semaine, on va parler de comment l'esprit de Thanksgiving est renouvelé au bout de 4 ans de Trump avec l'élection de Biden ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire sur comment évolue cet élément vraiment central du récit national américain qu'est Thanksgiving, avec notamment le projet 1619. Excusez-moi, je fais juste un petit aparté là-dessus, parce que j'ai travaillé là-dessus toute l'après-midi. Après, je passerai à la puissance américaine, mais juste pour vous dire qu'il est quand même très parlant de voir que Thanksgiving célèbre l'amitié un petit peu mythique, un petit peu enjolivée entre les colons européens et les Indiens, qui s'est produite lors de cette grande rencontre festive du premier Thanksgiving qui a eu lieu à l'automne 1621. 1621, les colons étant arrivés à l'automne 1620, alors que on sait de plus en plus aujourd'hui qu'il y a un projet qui porte là-dessus, que l'arrivée des premiers esclaves aux États-Unis date de 1619, c'est-à-dire 1 an auparavant. Et il y a en ce moment un projet qui est d'ailleurs assez controversé, mais quand même, il faut le prendre au sérieux, qui vise à revisiter l'histoire américaine à la lumière de cette arrivée de 1619. Et donc, il y a ces 2 dates très proches, très anciennes et très proches à l'époque, 1619-1620, qui se télescopent dans la célébration de Thanksgiving et l'arrivée dans le débat public de la date de 1619. Voilà, donc excusez-moi, c'était juste un petit aparté parce que c'est le thème de mon podcast de la semaine que vous pourrez écouter à partir de demain. Bref, maintenant je reviens au sujet de ce soir qui est comment évolue la puissance américaine avec la nouvelle séquence politique que nous vivons qui est le retour d'une administration démocrate à la Maison-Blanche. Alors, quand je dis le retour, c'est parce qu'on sait bien que l'élection de Biden permet évidemment le départ de Trump, c'est une tautologie, mais elle permet du coup un certain retour à la normale, parce qu'il ne vous a pas échappé, comme à personne sur la planète, que la présidence de Trump a été véritablement hors norme, non pas tant sur les idées politiques qu'il défendait, parce qu'en fait, des présidents très à droite, voire nationalistes, il y en a eu. Il y en a eu au 19e siècle avec Andrew Jackson. Il y en a eu peut-être plus récemment, Nixon. Il y a eu des candidats, en tout cas, qui étaient nationalistes, comme Barry Goldwater dans les années 60. En tout cas, ce sont des idées, le nationalisme, l'envie le protectionnisme économique et identitaire sont des courants qui existent de tout temps dans la politique américaine. Ils sont plus ou moins en avant ou discrets. Mais ce qu'on n'avait pas eu, en tout cas à l'époque moderne, avec Trump, c'est un président qui est dans un comportement absolument hors norme, ne respectant pas les normes de comportement politique, allant dans le sens du complotisme très souvent. Et donc, on a eu vraiment avec ce personnage une conjonction d'un comportement vraiment qui va contre ce qu'on appelle la décence en politique, allié à des politiques qui sont pour le coup véritablement très très à droite. Voilà, donc ça c'était une séquence de la politique américaine très inhabituelle et très, à mon avis, très intéressante, même si elle a des conséquences difficiles pour un certain nombre de gens. Je pense aux familles des migrants arrivant par le Sud, je pense au climat, voilà, bref. Mais il n'est pas non plus arrivé par hasard, puisque enfin, ça c'est quelque chose qui est maintenant accepté, c'est que l'élection de Trump correspond, enfin, si vous voulez, c'est la conséquence de politiques de mépris des classes moyennes qui ont été menées depuis les années 80, aussi bien par le Parti démocrate que par le Parti républicain. Donc je pense qu'il n'y a pas de... c'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est pas un accident. Bref, l'élection de Biden permet donc un retour à la normale, c'était mon premier point, en tout cas dans le comportement, puisque Biden a fait campagne tout du long sur l'idée qu'il allait ramener de la décence dans la politique américaine. Je ne parle même pas encore de son programme, je parle juste de son attitude. Il a voulu faire campagne tout du long
sur l'idée qu'il était quelqu'un de raisonnable, de sensé, de respectable et de respectueux. J'en veux pour preuve ces jours-ci, par exemple, le fait qu'il a annoncé, enfin qu'il a laissé entendre qu'il ne chercherait pas à lancer des poursuites contre le président Trump pour des abus de pouvoir ou pour des affaires de corruption, même si ce serait relativement possible. Il ne les lancera pas, en tout cas pour ce qui dépend de lui, au niveau fédéral. Il y en aura certainement au niveau local, il y en a actuellement déjà à New York. Et tout son discours autour de cette décision, c'est de dire « je veux regarder vers l'avant, je ne veux pas ruminer le passé ». On a déjà passé les 4 ans de la présidence Trump à discuter de la légitimité de son élection et à lancer des impeachments, des enquêtes, l'enquête Mueller et ensuite l'impeachment pour l'affaire de l'Ukraine. Ça suffit, même s'il y aurait de quoi faire, je ne perdrai pas mon temps et ma crédibilité à poursuivre le président Trump. Je pense que certains démocrates ne seront pas d'accord avec ça et chercheront à lancer sans doute des procès contre le président, certainement dans des juridictions d'État sur lesquelles le président Biden n'aura pas la main. Voilà. Donc, on va avoir un retour à une certaine... est-ce qu'on peut dire un retour au calme? Certainement. Et nous, on peut le voir. Alors là, maintenant, je passe aux questions plus de programme. On va voir ce retour à la normale dans les relations transatlantiques, puisque en ce qui concerne la politique étrangère, Joe Biden l'a dit, il veut redonner son rôle à une Amérique morale et respectable, il veut redonner son rôle au multilatéralisme, cette chose avec laquelle le président Trump avait absolument rompu. Et donc, on peut s'attendre à un retour de l'amitié transatlantique, un retour, je pense, de bonne foi. Et il suffit pour cela de voir qui il a nommé. Vous avez vu hier qu'on a appris que ce serait, comment s'appelle-t-il, Anthony Blinken, qui serait secrétaire d'État. Anthony Blinken, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais il a habité en France une partie de son enfance et de sa jeunesse parce que sa mère a épousé en secondes noces ce personnage que l'on connaissait en France, qui a disparu il y a quelques années, qui était Samuel Pisard. Et donc, en tant que beau-fils de Samuel Pisard, il a suivi sa mère et son beau-père en France. Il a habité ici pendant de nombreuses années, très francophile, on espère. Et donc, voilà, donc, il y a lui. Il y aura aussi certainement Julie Smith, qui aura un rôle, Julianne Smith, qui, elle, est plutôt germanophile. Et puis, Jake Sullivan, qui a été nommé de mémoire hier, National Security Advisor, c'est-à-dire conseiller pour les affaires de sécurité nationale, et qui, lui, pour le coup, est plutôt anglophile. Il a eu une bourse, je crois que c'est un Rhodes Scholar, enfin, il a dû faire une partie de ses études en Grande-Bretagne. Donc voilà, on va avoir des personnages clés de l'administration Biden dans le domaine des relations internationales qui sont de grands européophiles, enfin voilà, et donc c'est une bonne chose. Donc cette puissance américaine sous Biden va vouloir restaurer, voilà, il va y avoir un mouvement un effort de restauration, alors, de la pratique diplomatique traditionnelle des États-Unis. Le respect des alliances, le respect des institutions internationales, le respect du droit international, etc. Donc tout ça est a priori, enfin même complètement, de très bon augure pour nous, pour les chancelleries occidentales, avec l'idée que il y a quand même peut-être une difficulté à renouer la confiance côté européen ou même dans le reste du monde, puisqu'on voit bien que de plus en plus, on a une Amérique très polarisée avec des avec des politiques qui changent du tout au tout entre les administrations démocrates et les administrations républicaines. Donc, on aurait tendance à se dire que là, on est tranquille pour 4 ans, mais que le prochain républicain qui est élu peut revenir en arrière.
je prends l'exemple, des politiques climatiques. Donc, vous avez bien vu que Trump a retiré son pays des accords de Paris dès son arrivée il y a 4 ans et que Biden maintenant va faire revenir son pays dans les accords de Paris. Heureusement, il n'est peut-être pas trop tard pour que le pays puisse rentrer dans l'accord sans qu'il y ait à tout rediscuter. Ok, mais on se dit qu'un prochain président pourrait à nouveau sortir les États-Unis de cet accord. Et je voudrais vous rappeler que ce n'est pas la première fois justement qu'il y a de tels coups de balancier sur ces questions climatiques. Rappelez-vous du protocole de Kyoto qui avait été négocié dans les années 90 sous Clinton, enfin par le monde entier, et aux États-Unis c'était Clinton. Et lorsque George Bush père est arrivé aux affaires, attendez que je ne dise pas de bêtises, George Bush père, non c'est donc George Bush fils après Clinton, excusez-moi, est arrivé aux affaires, eh bien, il a refusé de proposer cet accord à la ratification du Sénat. Et donc, déjà à l'époque, il y avait eu un coup de balancier entre démocrates et républicains sur les questions de climat. Donc, pour nous, Européens, la question que tout le monde se pose, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, c'est le cas de le dire, puisque l'éléphant est le symbole du parti républicain. La question est vraiment béante de se dire c'est très bien de renouer la confiance avec l'équipe Biden, mais est-ce que ça va durer plus de 4 ans et est-ce qu'on peut se laisser aller à faire confiance à nouveau aux États-Unis? Alors, donc ça, c'était un premier point sur le changement de ton de l'administration Biden, ce retour à la normale et dans quelle mesure on peut se détendre durablement. Mais, deuxième point, l'administration Biden ne va pas absolument revenir en arrière, revenir à la situation de 2016 sur tous les sujets. Il y a des sujets sur lesquels l'administration Biden va être dans la continuité par rapport à ce qu'a fait Trump. Et ça, je veux en parler. Et ça, je parle de 2 choses qui sont les relations avec la Chine et les questions commerciales. Alors, je ne sais pas dans quelle ordre les prendre. Je vais commencer par parler des questions commerciales. Attendez, je synthétise dans ma tête pour être claire. Aujourd'hui, il y a une lecture des années récentes qui commence à s'imposer. Vous savez, il y a des modes comme ça intellectuels. Et aujourd'hui, on commence à penser un peu partout et de manière très, très acceptable, très bien acceptée par tout le monde. On commence à revisiter l'héritage des années 80. Alors, moi, je suis comme vous, j'étais à Sciences Po dans les années 80 et à l'époque, on nous disait que la mondialisation ne ferait que des gagnants, que les délocalisations, c'était pas grave parce que comment dirais-je, que voilà, l'idée c'était que les dégâts causés par le libre-échange sans entrave mondialisée et principalement évidemment les fermetures d'usines pour les relocaliser dans des pays à bas salaire, tout cela n'était pas grave parce que c'était de la destruction créatrice, comme disait Schumpeter, et que donc les gens allaient faire une petite formation rapide et tous devenir ingénieurs informaticiens. Et que c'était du coup les vieux grincheux qui se plaignaient du risque que ça pouvait faire courir aux gens parce que les gens allaient retomber sur leurs pattes et que ça allait très très bien se passer. Ça, c'était vraiment, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je me souviens de profs d'éco à Sciences Po, éco 2, éco 3, qui tenaient ce discours et qui était parfaitement sincère et cru par tout le monde, et voilà. Alors, ce qu'on a vu, alors je prends le cas des États-Unis parce que comme il y a moins de filet social, c'est plus facile peut-être de caricaturer, mais enfin, en tout cas, c'est plus facile en tout cas de voir que les politiques de desserrement des mailles du filet social américain, qui étaient quand même assez conséquents après les années 60, il y avait quand même une
des impôts qui étaient extrêmement progressifs dans la société. Enfin, c'était un pays qui était beaucoup plus social qu'on ne pense maintenant, jusqu'aux années 80, jusqu'aux réformes de Reagan. Les impôts sur les personnes les plus riches étaient assez lourds. La protection sociale de Medicare, Medicaid, de Social Security était assez conséquente. Donc, ce n'était pas un pays qui était terriblement inégalitaire. Alors, j'ai plus les chiffres de l'indice de Gini en tête. Vous savez, cet indice qui mesure les inégalités. Je vais juste vous dire que avec les fermetures d'usines et l'affaiblissement du rôle protecteur de l'État qui est engagé sous Reagan jusqu'à aujourd'hui, je vais dire juste un chiffre, c'est que le niveau des inégalités sociales aux États-Unis, qui était arrivé à un pic en 1929, à la veille de la crise de 29 et à la veille des réformes du New Deal, eh bien, ce taux d'inégalité avait baissé pendant toutes les années 40, 50, 60, 70. Et aujourd'hui, en 2008, à la veille de la crise de 2008, le niveau des inégalités sociales aux États-Unis était redevenu le même qu'en 1929. Et donc, c'est comme si on avait des coups de balancier, là aussi, entre des moments où les inégalités explosent, parce qu'on peut remonter plus loin en arrière et dire qu'au moment du Gilded Age, à la fin du 19e siècle, il y avait à un moment avant la Progressive Era, il y avait déjà eu un premier cycle avec énormément d'inégalités sociales à la fin du 19e, corrigé par les réformes de l'ère progressiste, Progressive Era. Ensuite, un redémarrage des inégalités sociales après la Première Guerre mondiale, jusqu'à 1929, où ça atteint à nouveau un sommet. Le balancier repart dans le sens de l'égalitarisation des conditions dans l'après-guerre, jusqu'aux années 70, et avec Reagan, ça repart dans l'autre sens jusqu'à aujourd'hui, où 2008 et aujourd'hui, ça n'a pas vraiment encore tellement changé, où le niveau des inégalités aux États-Unis est extrêmement fort. Ce qui explique très certainement la montée à la fois de Trump. Ça, peut-être j'y reviendrai, mais il a défendu des idées populistes de gauche aussi bien que de droite dans ses campagnes. Mais ça explique également, bien sûr, la remontée ou la montée d'une gauche très radicale avec laquelle Joe Biden va devoir composer maintenant. Ça, c'est un problème. Enfin bon, voilà, je vous faisais cette espèce de petit panorama pour vous dire que l'un des thèmes forts de la campagne de 2016, donc il y a 4 ans, aussi bien du côté de Trump que du côté de Bernie Sanders à l'époque, c'était l'idée que la mondialisation et le libre-échange excessif avaient causé énormément de dommages sociaux, que les personnes qui en avaient souffert avaient le droit de vote et qu'elles allaient dire qu'elles voulaient voter pour un autre système. Et ces personnes, en réalité, ont voté Trump. Elles ont aussi voté Brexit en Grande-Bretagne, etc. Bon, voilà. 4 ans plus tard, si vous allez sur le site de campagne de Joe Biden, eh bien, vous verrez qu'il dit que sur le commerce, sur les questions commerciales, on ne reviendra pas en arrière. There is no going back to business as usual on trade, dit le site de campagne de Biden. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il ne reviendrait pas au libre-échange non régulé. Il ne reviendrait pas à la conclusion de grands accords de libre-échange et il voulait que la politique commerciale des États-Unis ait comme priorité la défense des classes moyennes américaines, classe moyenne, classe ouvrière, si vous voulez, c'est-à-dire les classes, les cols bleus. Voilà. Donc ça, c'est déjà une évolution absolument énorme par rapport à ce que Biden lui-même disait lorsqu'il était vice-président d'Obama, c'est-à-dire de 2008 à 2016. On a eu un Biden qui défendait sans aucune question le libre-échange le plus échevelé, parce que ça allait faire gagner tout le monde. C'était l'esprit de l'époque. C'est-à-dire ça allait faire gagner les classes moyennes dans les pays en développement, ce qui s'est absolument produit. Ça allait faire gagner les entreprises et
et le haut de l'échelle sociale dans nos pays. Et puis, on se préoccupait assez peu des classes moyennes qui se sont vengées dans les urnes, en réalité. Donc ça, c'est un premier point sur lequel la puissance américaine ne va pas changer. Et je conclus sur ce point-là en disant que nous, Européens, il faut qu'on fasse attention parce que même si la diplomatie Biden est éminemment sympathique et pro-européenne, nous avons un certain nombre de disputes commerciales en cours avec les États-Unis et il n'est absolument pas certain, non, pardon, je le dis à l'envers, il est absolument certain que ces disputes commerciales ne vont pas se régler, enfin ne vont pas en tout cas se régler à notre profit sans discussion. C'est-à-dire que il est bien naturel qu'un président américain ait à cœur l'intérêt de son propre pays, et donc ils ne vont pas nous faire de cadeaux juste parce que tout à coup ils sont redevenus sympathiques. Je liste rapidement ces disputes commerciales. Vous avez par exemple les tarifs douaniers imposés par Trump sur l'acier et l'aluminium sont toujours là, donc il n'y a pas de raison que... Enfin, je veux dire, on va négocier, mais ils ne sont pas partis par magie. Il y a les disputes sur les subventions apportées aux entreprises aéronautiques et qui sont condamnées dans le cadre de l'OMC. Donc, par exemple, il y a un an, Boeing a été condamné par l'OMC. Non, pardon, est-ce que c'est l'inverse? Il y a un an, l'OMC a condamné les États-Unis pour leur subvention à Boeing. Pardon, c'est l'inverse. Il y a un an, l'OMC a condamné l'Union européenne pour les subventions à Airbus. Et les États-Unis ont été autorisés à mettre quelques tarifs en punition. Ça, c'était il y a un an. Et cette année, en octobre, l'OMC a puni les États-Unis pour des subventions à Boeing et a autorisé l'Union européenne à punir les États-Unis en imposant des sanctions sur un certain nombre de matériel. Donc, j'ai dit l'acier, j'ai dit l'aéronautique. Je crois qu'il y a d'autres points que j'oublie, mais un dernier que je vais dire, parce que là, je m'en souviens bien, c'est que Anthony Blinken, celui qui vient d'être nommé secrétaire d'État, a dit récemment dans une conférence, c'était en septembre, conférence devant la Chambre de commerce américaine, American Chamber of Commerce, un réseau qui est assez conservateur aux États-Unis, a dit publiquement qu'il trouvait que les Européens en faisaient trop dans leur régulation sur les produits alimentaires, que nous protégions trop notre agriculture et nos agriculteurs et la qualité de la nourriture que nous produisons en Europe, que nous exigeons trop des importations et qu'il voulait que les prochaines négociations qui se dérouleraient en transatlantique, que le volet agricole soit dans les négociations, ce qui pour nous, surtout en France, est évidemment un chiffon rouge. Nous sommes absolument opposés à négocier l'agriculture avec les États-Unis, ou en tout cas à baisser nos barrières, nos régulations de qualité. Donc voilà. Alors si vous me suivez, je suis dans ma première sous-partie de ma deuxième partie sur le non-retour en arrière de l'administration Biden sur les questions commerciales. Voilà, typiquement, il va y avoir du grain à moudre en transatlantique sur les questions commerciales. Et maintenant, grand B du grand 2, vis-à-vis de la Chine, juste dire très simplement qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a un esprit, une grande méfiance envers la Chine. En Europe, c'est pareil. L'Union européenne a déclaré que la Chine était une rivale systémique, c'est quand même pas n'importe quoi. Et aux États-Unis, il y a un accord bipartisan aujourd'hui pour se méfier de cette grande puissance je vous rappelle, qui a dépassé les États-Unis en PIB par PPA, PIB en parité de pouvoir d'achat. La Chine a dépassé les États-Unis en 2014 pour cet indicateur. Alors, l'administration Biden va continuer à être relativement hostile à la Chine, et peut-être même plus que ne l'a été l'administration Trump. Je m'explique. Comme
comme vous le savez, l'administration Trump avait fait campagne, enfin, pardon, le candidat Trump avait fait campagne contre une Chine déloyale en matière commerciale. Et d'une certaine manière, ça a rendu service à tout le monde parce qu'on était un peu coincé dans une politesse de façade vis-à-vis de la Chine, même nous en Europe, depuis des années, depuis les années 90 et l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, on n'osait pas trop rentrer dans l'agressivité lorsqu'on voyait qu'il y avait du vol de propriété intellectuelle, des pratiques commerciales déloyales, le non-respect des normes internationales sur le travail des enfants, sur la protection de l'environnement, etc. Et d'une certaine manière, l'agressivité de Trump a rendu service à tout le monde. Donc Biden va certainement continuer dans cette voie en ajoutant un discours plus fort sur les questions géopolitiques. Je veux parler de Taïwan et de Hong Kong, mais aussi des questions très, très controversées sur les îlots artificiels que la Chine construit en mer de Chine du Sud pour pouvoir réclamer plus de territoires maritimes autour. Ça va rester un sujet très contentieux. Et puis Biden va ajouter un sujet de contentieux avec la Chine, un sujet dont Trump n'a jamais parlé parce que ce n'était pas son affaire, c'est les questions de droits de l'homme. Donald Trump avait fondé sa politique étrangère sur le fait que les États-Unis n'avaient pas à mener un rôle moral dans le monde. Biden va revenir là-dessus, bien évidemment, puisqu'il veut restaurer le rôle moral de l'Amérique. Et donc, il y aura un sujet de dispute de plus avec la Chine. Voilà. J'ajoute juste un dernier point, je regarde l'heure. J'ajoute juste un dernier point qui est que très clairement, la crise du Covid se passe assez mal aux États-Unis, mais je voulais juste en dire un mot au sujet de la Chine, qui est que alors je sors de mon sujet qui est les États-Unis pour parler juste une minute de la Chine. Il est bien évident que la communication de la Chine sur la crise du Covid a été un échec. Rappelez-vous, c'est loin maintenant, c'est vers février-mars, le premier confinement. On sortait de cette période où on avait réalisé qu'il y avait ce nouveau virus qui venait de Chine, le marché, les pangolins, les bats, les chauves-souris. Enfin bon, vous vous souvenez de ça? Donc il y avait un premier scandale qui était que la Chine, manifestement, n'avait pas communiqué tout de suite assez bien, avait essayé de dissimuler les choses, etc. Bon, ok. Après, il y a eu une phase 2 qui a été celle où la Chine a essayé de poser des questions sur l'envoi de masques, l'envoi de matériel, etc. Mais en réalité, cette démarche qui était a priori très positive et qui aurait pu faire beaucoup de bien à l'image de la Chine a été menée de manière très contre-productive par la Chine. Et donc maintenant, nous nous trouvons avec une méfiance généralisée, peut-être excessive, peut-être pas excessive, vous me direz ce que vous en pensez, vis-à-vis de ce pays. Et ce qui est certain, c'est qu'aux États-Unis, elle est tout à fait partagée par les démocrates et les républicains. Et donc là, il y a quelque chose qui ne va pas changer par rapport à ce que Trump a fait et peut-être même s'aggraver par rapport à ce que Trump a fait. Je dis un dernier mot parce que c'est un sujet sur lequel, là aussi, il n'y a pas de virage à 180 degrés, c'est celui de la Russie. Pendant l'administration Trump, l'un des très très rares sujets où il y avait un consensus bipartisan entre démocrates et républicains, sauf le président Trump, c'était sur l'hostilité à la... Et bien là, avec Biden à la Maison-Blanche, il va y avoir à nouveau un consensus complet à la Maison-Blanche et dans les deux chambres du Congrès sur le fait qu'il faut continuer à faire des sanctions sur la Russie, etc. Alors, pour conclure cette présentation, parce que j'ai déjà trop parlé, si votre question était comment va évoluer la puissance américaine, j'ai envie de dire, avec l'arrivée de Biden au pouvoir, j'ai envie de dire que donc, pour résumer, il va y avoir un effort de restauration de l'image américaine, du modèle américain, qui ne sera pas forcément crédible tout de suite, qui va pas être forcément
mettons qu'on ne va pas donner un blanc-seing immédiatement aux États-Unis. La puissance américaine reste forte, mais on sait bien qu'elle est un peu effritée de toutes parts. Le modèle américain, le modèle démocratique américain ne fait plus envie. Elle est rattrapée de plus en plus sur les questions économiques, donc elle est même dépassée par la Chine. Sur les questions militaires, elle reste vastement en tête, mais l'écart reste encore très très loin avec les puissances qui sont juste derrière. Mais il se réduit petit à petit. Et donc, cette puissance américaine, elle est challengée, c'est évident. Je vais terminer avec juste un point sur le soft power américain, pour dire qu'il y a un sujet, il y a un domaine dans lequel, à mon avis, les États-Unis restent très puissants, c'est celui de l'influence. Alors attention, de l'influence culturelle du soft power. Mais là, je voudrais faire une différence entre le modèle démocratique américain, qui lui est assez abîmé, hein, et qui est normalement promu par la puissance publique, par le gouvernement américain, le gouvernement fédéral, la personne du président, etc., les programmes gérés par le département d'État, d'une part, et d'autre part, tout ce qui est influence culturelle venue de la société civile. Et c'est là qu'à mon avis, on voit un maintien de l'influence américaine. Aujourd'hui, l'influence des films et des séries et de la musique est plus forte que jamais parce qu'ils passent par des plateformes de streaming. Qui n'est pas abonné à Netflix? Qui ne regarde pas des séries américaines du matin au soir, et même nos enfants? Donc je pense que là, il y a une influence culturelle absolument énorme avec une partie de la jeunesse qui vit une partie de ses journées dans une sorte de monde parallèle anglo-saxon parce qu'ils regardent Gossip Girls ou parce qu'ils regardent, je ne sais pas, citez-moi d'autres séries, mais on sait tous très bien de quoi on parle. Donc ça, c'est une influence culturelle traditionnelle, mais qui passe par des nouveaux canaux extrêmement puissants et extrêmement présents. Et puis l'autre influence culturelle venue de la société civile, c'est celle des débats intellectuels américains, qui sont, je pense, de plus en plus facilement importés, et là encore, par le biais des réseaux sociaux, enfin des nouveaux moyens de communication et des réseaux sociaux. 2 exemples, MeToo, qui est arrivé chez nous il y a quelques années, mais qui est quand même une importation culturelle, et puis Black Lives Matter, dont on a vu l'importance et la résonance dans le monde entier. Enfin, je dis le monde entier, c'est peut-être une vue européenne, hein. Corrigez-moi si vous pensez que au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine, les gens ne sont pas influencés. Je crois que MeToo a eu beaucoup d'influence en Argentine, donc bon, bref. Mais en ce qui concerne Black Lives Matter, on voit bien qu'il est importé, en tout cas en France, avec cette volonté de relire, nous aussi, notre passé. Alors, ce n'est pas sous l'angle de l'esclavage, mais c'est sous l'angle du colonialisme, par exemple. Mais il y a une équivalence qui s'importe chez nous de ce débat culturel américain. Et donc, est-ce que c'est un instrument de puissance important? Et ah oui, j'en ajoute un dernier, excusez-moi, si j'avais mieux structuré, je l'aurais peut-être dit avant, c'est évidemment l'extraterritorialité du droit américain, qui là, alors je parlais de soft power, je ne sais pas si l'extraterritorialité du droit américain, le fait qu'il puisse imposer des sanctions pour corruption ou pour non-respect d'un embargo à des entreprises étrangères, n'est pas plutôt du hard power que du soft power, parce que là, pour le coup, c'est des sanctions qui font mal, même si elles restent pécuniaires et pas physiques, évidemment. Enfin, physique, il y a quand même ce monsieur qui a été en prison plusieurs années. J'oublie son nom, mais c'est le monsieur de Alstom, vous savez qui a été arrêté pendant 3 ans, quelque chose comme ça, et qui a écrit un livre récemment. Je suis sûre que quelqu'un va dire de quoi il s'agit, parce que je ne l'ai plus en tête pour l'instant. Mais bon, donc une puissance qui reste assez forte, qui se transforme sans doute. Mais je me tais et je laisse la place aux questions, et je vous remercie.